Ah, je rappelle le titre parce que sinon on ne peut pas le deviner. Hein. Pour Blaise Pascal ou Stanley Kubrick, espace repère ou espace mystère. Je commencerai par une citation très très connue de Pascal, extraite, d'ailleurs la plupart des citations que je donnerai sont extraites des fragments sur les deux infinis, les pensées de Pascal. Mais elle sonne un peu comme un slogan. Quand on l'a lu une fois, on s'en souvient toujours. Le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie. Le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie. C'est sans doute là le point commun entre un Pascal qui est un philosophe, mathématicien, physicien du XVIIe et un Stanley Kubrick qui est un cinéaste américain du XXe siècle. Son film, 2001, l'Odyssée de l'espace, film culte, est de 1968. Alors évidemment, il y a un paradoxe apparent. On se demande bien qu'est-ce qu'il peut y avoir de commun entre un philosophe du XVIIe et un cinéaste du XXe. En fait, Pascal n'est certes pas un astrophysicien du XXIe, même s'il connaissait beaucoup de choses, il en connaissait beaucoup moins que ce qu'un astrophysicien d'aujourd'hui peut savoir sur l'espace. Mais de son côté, Kubrick, lui, n'a pas cherché à faire un documentaire sur la science. Bien qu'il ait été produit, le film est produit par la NASA et par IBM, donc des entreprises de très haute technologie, il n'a pas fait un film documentaire sur les satellites, les fusées, l'espace. Il a fait un film de fiction, un film d'imagination. Si bien que l'un comme l'autre, qui parle d'espace, l'un en images, l'autre en mots, ne font pas de la science. C'est-à-dire qu'ils ne répondent pas à la question comment ça marche. Ils ne répondent pas à la question comment ça marche l'espace, comment on peut le disséquer, le décomposer, comprendre ce qu'il est. Non, la question est philosophique, elle n'est pas scientifique. Leur question à tous les deux, c'est quel sens peut avoir l'espace pour l'homme. La question porte sur le sens, pas sur la dissection de la nature de l'espace. Et alors, quelle est la réponse? Puisque la question, c'est quel sens a l'espace pour l'homme? Quelle est la réponse? D'abord, c'est presque une non-réponse, mais c'est peut-être la plus intéressante. La première réponse est un mystère. L'espace est un mystère. Et dans mystère, il n'y a pas simplement l'idée de « je ne sais pas ce que c'est ». Quand je dis c'est un mystère, dans la vie courante, ça veut dire « je n'ai pas compris, je ne sais pas ce que c'est ça ». Non, le mystère ici, c'est plus profond que ça. Le mystère est dans son étymologie, c'est le mutisme, ce qui est muet, ce dont on ne peut rien dire, mais ça ne veut pas dire que ça n'a pas de sens, quoi. On ne peut rien en dire avec des mots, mais on est dans la mystique, peut-être. La deuxième réponse, elle a un contenu clair, c'est l'effroi. Je suis effrayé devant l'infini de l'espace. Et il faudra savoir qu'est-ce qui peut effrayer là-dedans. Et il y a aussi, la citation que j'ai donnée ne le dit pas, mais il y en a d'autres après, c'est aussi l'émerveillement, l'effroi, mais aussi l'émerveillement. Mystère, effroi, émerveillement. Ma première partie consistera à parler de l'espace comme moyen de repérage, pour justement faire le contraste après avec Pascal et Kubrick. L'espace est peut-être d'abord, surtout pour un occidental et pour un cartésien, l'espace est un moyen de repérage, mais depuis très très longtemps, bien avant Descartes. L'astrologie
L'astrologie pense l'espace comme mystère, peut-être en priorité, mais aussi comme repère, hein. Les signes du zodiaque sont des repères, mais des repères qui s'inscrivent quand même dans le mystère. Mais il n'y a pas que l'astrologie. Depuis très 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 longtemps, des millénaires, il y a l'astronomie. Et là, dans l'astronomie, la priorité, ce n'est pas l'espace mystère, c'est bien l'espace repère en astronomie, mais il y a aussi une part de mystère dans l'astronomie, même encore aujourd'hui. Et les astrologues et les astronomes étaient à l'époque les mêmes. C'était les mêmes. Alors, Vénus, par exemple, va servir de repère aux marins, l'étoile polaire, l'étoile du Berger, l'étoile aussi chez les Mayas, qui joue un rôle très important dans la religion maya. Eh bien, de Ptolémée qui est un des premiers à avoir décrit l'espace, de Ptolémée à Einstein, on va finalement de déception en déception. C'est-à-dire qu'on cherche des repères à tout prix, des points fixes et sûrs, à quoi on puisse se raccrocher pour donner des directions au reste. Eh bien, on a beau être acharné à cette recherche de repères, on va de déception en déception, de Ptolémée à Galilée, à Copernic, bien sûr, Kepler, Galilée, Newton, Einstein. On va de déception en déception. Pourquoi? Bien parce que justement, il n'y a peut-être pas de repère possible. Et Platon, qui est pourtant alors le philosophe, qui cherche l'un et le même, l'homogène et le fixe, et qui souffre dans l'autre et le multiple, c'est-à-dire dans le dispersé, l'éparpillé, le rompu. Eh bien, même lui, dans le Timée, qui est son livre d'astronomie, il dit que parmi toutes les causes qui animent l'espace, il y a une cause errante, les traducteurs traduisent par cause errante, en grec la chora. Et pour qu'un philosophe comme Platon, qui n'est pas du tout un philosophe de l'altérité, puisse affirmer dans le Timée, ben oui, c'est bien organisé là-dedans, c'est une mécanique parfaite, mais enfin quand même, hein, il y a une cause errante, il y a une chora, il y a un élément de désordre. Il y a un élément de désordre. Et si on regarde de près l'affaire Galilée, on comprend la souffrance de la déception, de la disparition des repères, des repères spatiaux. Galilée est connu pour son affaire particulière vis-à-vis de l'Inquisition. Mais il faudrait regarder de plus près parce que ça ne s'est pas passé d'une façon aussi sommaire qu'on le dit souvent. Ce qui s'est passé, c'est qu'il était très ami, Galilée, XVIIe siècle, contemporain de Descartes. Il était ami du cardinal Barberini. Et on s'en fout complètement. Non, mais attendez la suite. Il était ami du cardinal Barberini et il partageait avec Barberini ses idées sur l'héliocentrisme, le soleil au centre, et non pas le géocentrisme, théorie qui était la théorie officielle, la Terre au centre et tout le reste qui tourne autour. Barberini aimait beaucoup Galilée, il aimait ce qu'écrivait, ce que disait Galilée, et il approuvait Galilée. Et il pensait, le cardinal Barberini, que ça ne mettait pas du tout en cause la Bible, parce que la Bible n'a jamais été un livre de physique, ni d'astrophysique. Par conséquent, Barberini ne voit pas comment on pourrait mettre en cause la Bible à partir de l'héliocentrisme ou du géocentrisme. Seulement, voilà, il devient pape, ce Barberini, sous le nom de Urbain VIII. Et là, à partir du moment où il est pape, grande surprise pour Galilée, il se met à faire comme les papes d'avant,
il interdit à Galilée de publier et de continuer même à penser que le Soleil puisse être au centre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que Barberini, Urbain VIII est un lâche? C'est possible, moi je ne les connais pas, je ne suis pas un historien. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que devenu pape, Urbain VIII avait, surtout à cette époque-là, la responsabilité de la civilisation européenne. Et admettre les thèses de Galilée était un suicide de la culture occidentale. Pourquoi un suicide? Parce que on allait mettre dans la tête des gens, y compris du peuple, que des vérités très, 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 très évidentes, on ne peut plus évidentes, pouvaient être fausses. Parce que l'évidence la plus évidente, c'est que le soleil se lève à l'est et qu'il se couche à l'ouest. Et qu'on le voit tous les jours. Et que si on ne m'avait pas appris à l'école qu'en fait, ce n'était pas comme ça que ça fonctionnait, ben je ne l'aurais jamais su. Hein. Parce que c'est évident que c'est le soleil qui bouge. C'est évident que la Terre est fixe. Je ne la sens pas bouger. C'est évident qu'elle est plate, sinon je tomberais. Et que ce genre d'évidence puisse être remis en cause, ça signifie que désormais, toute vérité est suspecte. Toute vérité peut finir dans le doute, voire la compréhension que c'était une erreur. Et puis la deuxième catastrophe, c'est qu'avec le géocentrisme, l'homme était au centre du monde. Le monde était fait pour l'homme, la Terre au milieu. Mais à partir du moment où on est une poussière dans l'espace intersidéral, il est compliqué de raconter que le monde a été fait pour l'homme. Il y a une perte de sens, perte d'orientation. Donc on voit bien qu'avec Galilée, on entre dans le déferlement de l'altérité. Il n'y aura plus de point fixe, plus jamais. Alors avec Einstein, n'en parlons pas. Hein. Mais Einstein systématise l'absence de point fixe. Il n'y aura plus jamais de point fixe. On est dans la relativité, dans le relativisme. Et alors Descartes, qui est contemporain de Galilée, Descartes 1596-1650, lui, il a une obsession dans tout ce qu'il fait, la quête du point fixe et sûr. Alors en métaphysique, il découvre le cogito, mais ce n'est pas notre problème aujourd'hui. Mais là, en ce qui concerne l'espace, il le colonise, l'espace. Descartes maîtrise l'espace par la géométrie. Il est le géomètre, d'ailleurs, qui invente la technique du repérage. Abscisse ordonnée, c'est lui. Parabole, hyperbole, c'est lui. La transformation de l'algèbre en géométrie, c'est-à-dire en courbe, c'est lui. Et il est donc persuadé que l'espace, c'est ce sur quoi on a prise, quoi. D'ailleurs, il y a une ambiguïté, c'est que pour lui, l'espace, c'est du cogito. Pourquoi c'est du cogito? Si vous prenez l'exemple du célèbre morceau de cire, hein, le morceau de cire, il le fait chauffer, et c'est vrai que quand on fait chauffer un bâton de cire, il a au bout d'un certain temps ni la même couleur, ni la même forme, ni la même odeur, il n'a plus rien, quoi. Il ne ressemble plus à ce qu'il était avant, et pourtant, on continue à dire que c'est un bâton de cire. Et pourquoi on continue à dire que c'est un bâton de cire? Parce que ce sont des idées. On ne perçoit pas avec les sens ou avec l'imagination, on perçoit avec des idées. Le bâton de cire, il est étendu, ça c'est l'espace, flexible, muable. C'est des idées. Donc l'espace, c'est de l'idée. L'espace, c'est du cogito. Oui, mais en même temps, chez Descartes, l'espace, c'est la matière. La res extensa, substance étendue, s'oppose à la res cogitans, substance pensante. Alors, on est dans l'ambiguïté, là. Hein. C'est du cogito et c'est pas du cogito. Hein, et c'est toute l'ambiguïté du cartésianisme, parce que vous savez que la difficulté chez Descartes, c'est de sortir de lui-même, sortir du solipsisme.
La vérité première étant « je pense donc je suis », comment on fait pour sortir de ça? Il n'y a plus que du « je suis ». Est-ce qu'il y a de l'ailleurs? Est-ce qu'il y a de l'altérité? Grosse difficulté pour Descartes de toucher à cette altérité. Et voyant que l'heure tourne, je laisserai peut-être tomber certains passages. J'en reviendrai à toujours quand même dans cette question, quelle est cette altérité de l'espace, j'en viendrai, en sautant des passages, à Merleau-Ponty, à Maurice Merleau-Ponty. À Maurice Merleau-Ponty, dans Sens et non-sens, qui a une phrase extraordinaire. Moi, quand je l'ai lu, j'étais étudiant en philosophie, j'avais peut-être moins de 20 ans, et alors ça m'avait tracassé, ça. Parce que je ne voyais pas bien ce que ça voulait dire, mais je sentais qu'il y avait quelque chose. Le vieux veston, on parle d'un vieux veston, le vieux veston posé sur une chaise, alors je saute la citation parce que je dis que c'est à la page de Sens et non-sens, le vieux veston posé sur une chaise se contente d'occuper ce morceau d'espace, mais il l'occupe comme jamais je ne pourrais occuper aucun lieu. Il voit un veston et il est jaloux du veston. Ça ne m'était pas arrivé, moi. Et pourtant, ça nous est arrivé à tous, quoi. Parce qu'il y a une frustration, il y a une exclusion. Je suis exclu de l'espace que quelque chose d'autre occupe. Il y a une frustration du ici et du là-bas. Si je suis ici, je ne suis pas là-bas. Il y a quelque chose qui me mutile. Et Merleau-Ponty est particulièrement sensible à cette altérité. Pourtant, mais mon ami Claude en parlera mieux que moi tout à l'heure, il y avait quelqu'un, Kant, au XVIIIe, qui, lui, a tenté de dire non, 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 il n'y a pas d'altérité dans l'espace. Parce que ça fait mal, cette altérité, hein. Je ne suis pas l'autre. Ça me fait mal. Lui, il dit, il n'y en a pas. L'espace, d'abord, c'est rien. L'espace, ce n'est pas du vide. Le vide, c'est une réalité physique, le vide. Faire du vide dans un pot de confiture, c'est une réalité physique. Mais l'espace, c'est ni le vide, ni le plein. L'espace, c'est rien. L'espace, c'est totalement subjectif. C'est ce que la conscience projette dans son expérience pour, en quelque sorte, l'enfermer dans l'unité du filet de l'expérience. J'enferme tout dans l'unité de l'espace. Je projette l'espace pour unifier mon expérience. Et cette subjectivité transcendantale, il l'appelle forme a priori du sens externe, pardon. Forme a priori du sens externe. Eh bien, l'altérité lui revient en pleine figure, mais là, je suis méchant avec lui, parce que j'ai l'air de dire qu'il ne s'en était pas aperçu. Il s'en est vraiment aperçu. L'altérité lui revient, il est même un des métaphysiciens ou des philosophes les plus honnêtes, parce qu'il dit, attendez, tous les phénomènes sont dans l'espace. Tous les phénomènes sont unifiés par cette forme a priori du sens externe. Mais ce que je ne connaîtrai jamais, c'est la chose en soi. La chose telle qu'elle est, non pas telle qu'elle m'apparaît. Et cette altérité ressurgit. Les choses en soi, dans quel espace se trouvent-elles? En tout cas, pas dans l'espace des phénomènes, pas dans l'espace que nous connaissons. Et il n'y a peut-être pas d'espace, enfin, on n'en sait rien. L'honnêteté de Kant, c'est de dire que là s'arrête la possibilité de la réflexion. Alors, espace-rencontre de l'altérité, ça sera Pascal. Pascal, lui, va insister, au lieu de chercher à tout prix l'unité, la stabilité, le repérage, lui, il va jouer, mais allons-y, oui, c'est l'altérité, l'espace. Mais d'abord, cette altérité est très angoissante. Cette infinité de l'espace dans lequel l'homme est perdu est angoissante. Et c'est une altérité irréductible, aucun repérage géométrique, le monde est une sphère infinie, dit-il, dont le centre est partout et la circonférence nulle part. Bref, c'est le royaume des paumés, quoi. Hein. Là, pas de repère. Einstein ne dira pas autre chose. Hein. Il le dira autrement, mais avec d'autres mots, mais il ne dira pas autre chose.
La géométrie ne peut même pas fonder ses principes. Je lis un passage, qui ne voit que ceux, il parle des principes, qu'on propose pour les derniers ne se soutiennent pas d'eux-mêmes et qu'ils sont appuyés sur d'autres qui, en ayant d'autres pour appui, ne souffrent jamais de derniers. C'est le théorème de Gödel, XXe siècle, à savoir que tout système logique ne peut pas s'expliquer par lui-même. Il faut toujours une extériorité inexplicable par le système logique lui-même, pour rendre compte des présupposés et des prérequis de ce système. Et bien c'est ce que dit Pascal en ce qui concerne la géométrie. Il n'y a jamais de point d'arrêt, quoi. Il n'y a jamais de début. Il n'y a pas de point fixe et sûr. Je cite aussi encore Pascal. Quelques termes où nous pensions nous attacher et nous affermir, il branle et nous quitte, et si nous le suivons, il échappe à nos prises, nous glisse et fuit d'une fuite éternelle. Et d'autre part, donc c'est l'altérité absolue, pas de repère, mais en même temps, l'homme cherche un repère. Il n'est pas content du tout, du coup, hein, parce qu'il cherche le repère, mais il n'en trouve pas. Pascal ajoute, nous brûlons de désir de trouver une assiette ferme, mais tout notre fondement craque et la terre s'ouvre jusqu'aux abîmes. C'est toujours dans les mêmes pages, sur les fragments, sur les deux infinis. Et on pourrait croire dès lors que cette altérité irréductible nous condamne au malheur, nous condamne à l'angoisse, à l'effroi. Eh bien, ce serait sans compter, sans ce qu'on peut appeler la transvaluation, c'est-à-dire évaluer autrement, sans la transvaluation, c'est-à-dire une autre disposition affective que le désir du fixe, du repère, le désir de l'autre, comme lieu de perdition désiré, comme lieu de perdition voulu, d'aventure enthousiaste. Voici ce qu'il écrit. Je lui veux peindre à un ami, je lui veux peindre qu'il se perde, mais où? Dans ses merveilles. Qu'il se perde dans ses merveilles, aussi étonnantes dans leur petitesse que dans leur étendue, l'infiniment grand, l'infiniment petit. La primauté pour lui, c'est pas l'angoisse, c'est bien l'exaltation du mystère, mais répétons que l'angoisse de la spatialité altérante n'a pas disparu pour autant, elle est contemporaine de l'exaltation même du mystère, je cite, « il tremblera dans la vue de ces merveilles ». Et se trouver en se perdant, c'est une formule qu'aura bien plus tard Emmanuel Mounier, philosophe du début du XXe siècle, dans le personnalisme, où il écrit « La personne se trouve en se perdant ». Et c'est cette idée, cette idée qu'il n'y a pas que l'angoisse de me perdre, la peur du risque, il y a le goût du risque, l'enthousiasme, l'exaltation de m'enfoncer dans l'inconnu. Et c'est là que commence finalement la mystique. Pascal prend le risque de s'aventurer délibérément dans une mystique, dans l'exaltation d'un don éperdu de lui-même au mystère de l'infini. Et à l'instar de Saint-Augustin, cité par Roger Caillois, vous savez, dans son livre sur l'homme et le sacré, c'est chez Gallimard. Donc, à l'instar de Saint-Augustin que cite Roger Caillois dans L'homme et le sacré, et je cite quand même Roger Caillois, qui cite Saint-Augustin, c'est un peu compliqué là, Pascal est dans la même perspective, il est pris à la fois d'un frisson d'horreur et d'un élan d'amour, et in horresco, l'effroi, et in ardesco, l'exaltation. Je m'explique une seconde. Dans toutes les civilisations, le sacré apparaît de la même façon, c'est-à-dire dans la simultanéité de l'effroi et de l'extase, de l'effroi et de l'enthousiasme. L'enthousiasme, déjà, l'étymologie veut dire délire des dieux. Dans l'effroi et l'enthousiasme, un mélange d'effroi total, d'effroi terrible, et en même temps d'extase spirituelle. Eh bien, on en est là, et on retrouve ça, bien sûr, c'est Saint Jean de la Croix, chez Pascal lui-même, dans le mémorial, ce petit texte qui planquait dans son manteau, cousu dans son manteau, quand il est mort, on a trouvé ça, dans son manteau. Et puis aussi, Teilhard de Chardin,
la messe sur le monde plus tard, mais je n'ai pas trop le temps de développer. Finalement, sa transvaluation de l'espace est spirituelle et non pas intellectuelle. L'homme sera plus disposé à contempler ces merveilles, dit-il, en silence, le silence éternel, en silence, mystère, mutisme, muet, en silence, qu'à les rechercher avec présomption. Et qui c'est qui recherche avec présomption? Eh bien, c'est le copain de Descartes. Le copain de Descartes, lui, il recherche avec présomption, il est présomptueux, il recherche avec présomption un point fixe, une colonisation, une maîtrise, un contrôle sur l'espace. Et Pascal dit ça, c'est de la présomption. D'ailleurs, ils se sont rencontrés une fois, mais on n'a pas de... Pascal et Descartes se sont rencontrés une fois, mais on n'a pas de compte-rendu. Il y a simplement, dans les pensées de Pascal, vous savez que c'est une myriade de pensées, il y en a qui sont longues, il y en a qui sont très courtes, il y en a une qui est très courte, hein, et il n'en parle pas ailleurs. Descartes, 2 points, inutile et incertain. Terminé. Hein, il a réglé le problème de Descartes. Alors c'est peut-être un peu bref quand même pour régler le problème de Descartes, là. Mais c'est ce qu'il dit de Descartes. Ici, la présomption. Et finalement, le mystère me ravit au double sens du mot ravissement. D'ailleurs, d'abord au sens du rapt. Le mystère m'engloutit, m'absorbe, m'envoûte. Et en même temps, ravir au sens de la joie du ravissement. Le rapt et le ravissement. Alors, 2001, l'Odyssée de l'espace. On a d'abord dans 2001, le film, l'Odyssée de l'espace, un début très cartésien. Et il ne faut pas s'en étonner, je l'ai dit tout à l'heure, la NASA et IBM sont là, autour des caméras, là, hein, c'est les conseillers. Et la NASA et IBM ont financé le film. Ils comptent bien y mettre ce qu'ils font. À l'époque, hein, parce que, comme le disait Andrés tout à l'heure dans le couloir, c'est un peu dépassé quand même aujourd'hui, hein, leur technologie, là. Mais à l'époque, ça ne l'était pas, bien sûr. Et 2001 est une prophétie trop courte. Hein. 2001 s'est passé déjà depuis 12 ans. Hein. On n'a pas vécu ça. Hein. On est plutôt sur 2211, là, hein, comme style de prophétie. Eh bien, ça commence de façon cartésienne, parce qu'il y a des ordinateurs, il y a des satellites, il y a des fusées, et surtout, parce que la première image du film, qui est long, hein, c'est un parallépipède rectangle, semble-t-il métallique, qui sort de terre devant des primates qui s'agitent dans le désordre de la steppe et d'une forêt maigrichonne, et qui, voyant ce parallépipède rectangle sortir du sol, mais impeccable, hein, géométriquement impeccable, pas de défaut. Ils sont censés, le film le laisse à deviner, ils sont censés s'hominiser, devenir hommes. Parce que l'ordre arrive, la représentation de l'ordre arrive. Bref, on est vraiment dans le cartésianisme, là. S'hominiser, c'est introduire l'ordre et la raison. Mais aussitôt, le film qui était plutôt en noir et blanc devient en couleur, et aussitôt, on se trouve dans une station orbitale. On n'est plus chez les primates, là. On est dans une station orbitale du 21e siècle, mais mettons le 22e, hein, si on veut. Et là, tout semble être un film de science-fiction ordinaire. Sauf que le film, qui n'en dit pas plus là, sur les primates, qui a montré que l'intelligence est apparue avec le parallépipède, eh bien, cette figure, cette manifestation mystérieuse du parallépipède, toujours sous la forme d'un monolithe, va réapparaître de plus en plus souvent dans le film, un immense parallépipède, d'abord enfoui dans le sol lunaire, dans le sol de la Lune. Ensuite, et il y a un sous-titrage dans le film, parce qu'évidemment, on ne voit pas trop où on est, hein, dans l'espace. Moi, je n'ai pas trop circulé dans l'espace intersidéral. Je ne reconnais pas les rues, là. Hein. Donc, il y a un sous-titrage, et le sous-titrage, c'est Jupiter et au-delà. Jupiter, pardon, et au-delà de l'infini. Jupiter et au-delà de l'infini. Et alors là, tout se précipite. Cet inconnu géométrique ou géométral
attire physiquement, il fascine le héros qui est dans son vaisseau spatial, qui vit effroi et émerveillement, le sacré donc, hein, le sacré dont parlaient Roger Caillois et Saint-Augustin et Pascal, Oresco, Ardesco, hein, l'horreur et l'exaltation. Et il surgit dans tous les coins entre guillemets, hein, dans tous les coins de l'espace infini, l'Odyssée s'engage. Alors bien sûr, il y a d'abord la recherche avec présomption. Il y a la recherche avec présomption au début, c'est-à-dire on va essayer de contrôler, de maîtriser. Les hommes veulent savoir, mais cette connaissance impossible va rapidement apparaître comme une profanation du mystère qui ne se laisse pas violer. La science et la technique échouent en la personne de Karl, et je dis bien en la personne de Karl, qui est un robot, mais un robot qui est devenu personne, parce qu'il a toutes les facultés de la décision et de l'intelligence. L'ordinateur de bord du vaisseau spatial qui va dominer l'homme avant d'être neutralisé à grands frais. L'Odyssée, dès lors, est une aventure spirituelle. Pendant de longues séquences, une aspiration chromatique effrénée de l'homme par l'espace s'emballe dans l'envoûtement d'une symphonie vertigineuse, une symphonie de couleurs, mais il y a aussi Ainsi parlait Zarathustra de Strauss, hein, qui sert de musique du film. Et cette mystique intersidérale succède au face-à-face magnétique et silencieux du début du film entre le vaisseau spatial. Souvent, on voit le vaisseau spatial et le monolithe face à face, ils ne bougent pas, et là, il n'y a pas de musique, il n'y a rien. Et au moment où la musique commence, vous connaissez Ainsi parlait Zarathustra, la musique, là, pas le livre de Nietzsche, le livre de Strauss, un début caractéristique. J'essaie pas de le chanter parce que je suis nul, mais il y a un début caractéristique de Ainsi parlait Zarathustra. Et là, en général, ça s'agite un peu plus. Et effectivement, l'accélération va être dans la rétrospective de l'homme sur lui-même, une précipitation de la rétrospective de l'homme sur lui-même, sur sa misère et sa grandeur, comme chez Pascal. La vitesse de la lumière étant dépassée, on entre dans l'aura du divin qui est frôlé quand on frôle ce parallépipède. Et ça semble répondre à la question de Pascal, hein, qu'est-ce que l'homme dans l'infini? C'est la question qui se pose dans le fragment dont on parle. Et il répond, Pascal comme Kubrick, un néant à l'égard de l'infini, un tout à l'égard du néant, un milieu entre rien et tout. Donc, il y a vraiment un parallèle, quoi, hein, entre Pascal et Kubrick, au sens de l'espace mystère, mais un espace mystère qui certes m'angoisse, mais qui en même temps m'invite à l'aventure enthousiaste, à un don éperdu de soi à l'inconnu. Et c'est un des sens les plus profonds de cette comparaison, si vous voulez bien l'avoir excusée. D'un côté, le souci du repérage, de l'autre côté, l'exaltation de l'aventure, mais dans tous les cas, l'espace reste l'ouvert, d'où retentit l'autre, irréductiblement autre. J'en ai terminé, merci de votre attention.